Et on continue avec un nouvel invité qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre sur cette nouvelle discussion. Donc Maxime Durand, bonjour. Bonjour. Alors on va peut-être te laisser te présenter, comme on dit, ta vie, ton œuvre, pour Wow. ceux qui ne seraient pas suffisamment familiers au niveau jeux vidéo et ton travail, entre autres, enfin essentiellement chez Ubisoft. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un Avec grand plaisir. plaisir. Non, c'est génial. Donc, écoutez, je m'appelle Maxime Durand. Je suis historien de formation. Je travaille chez Ubisoft Montréal depuis maintenant 10 ans. Et puis, j'ai commencé comme consultant historique. On peut dire avec beaucoup de chance. J'imagine que j'aurais pu en rêver toute ma vie et ça serait peut-être pas passé. Mais j'ai eu donc beaucoup de chance à l'époque d'avoir été embauché pour travailler sur mon premier jeu, Assassin's Creed 3, donc sur la Révolution américaine. Et puis, depuis ce temps-là, donc, j'ai aidé les jeux, j'ai aidé les équipes à faire de la recherche historique, à bâtir de la crédibilité, à essayer de comprendre un peu les époques. Et puis, plus le temps a avancé, plus je me suis dirigé vers plutôt de la direction de projet. Donc, la direction de projet de partenariat avec des musées, avec des enseignants, par exemple. Donc, tout ce qui est en périphérie du jeu. Donc, je fais encore de la recherche, je fais encore de la collaboration avec des professionnels. Mais maintenant, avec le temps, mon rôle a plutôt tourné sur un rôle de direction de projet. Je venais présenter, entre autres ici, au rendez-vous de l'histoire, le Discovery Tour, donc qui est notre dernier bébé comme outil éducatif. Voilà, en quelques mots. Très bien, c'est parfait. Je continue mon tour de table. On a croisé l'Italie avec eux depuis la matinée. Antonin Congy, rebonjour. Rebonjour Mehdi. Rebonjour. Comme effectivement, je l'explique à chaque fois, mais je te laisse très brièvement te présenter parce que tous les gens, voilà, je t'impose cet excès égotique. Enseignant en game design et en game studies dans l'enseignement supérieur, dans de nombreuses écoles. Intervenant à l'université Michel Montaigne dans le cadre de mon doctorat comme professeur vacataire en sciences de l'information et de la communication. Et je m'inscris aussi dans une perspective historique, puisque je suis un ancien historien, et que ma recherche a une composante historique indéniable. Voilà, donc peut-être que j'aurai 2-3 trucs à dire dans la conversation. Probablement. On espère. Et enfin, on espère. Et enfin, donc, Romain Vincent, à ton actif, chaîne YouTube, recherche, doctorant. Voilà, je vais pas te voler cet instant star pour te présenter. Merci Mehdi. Donc oui, je suis professeur d'histoire-géographie dans le secondaire, dans l'Académie de Créteil. Et je suis en doctorat donc, sur les pratiques enseignantes avec les jeux vidéo. En gros, de se demander pourquoi et comment les enseignants utilisent le jeu vidéo en classe et qu'est-ce qu'ils font subir comme transformation en jeu pour le transformer en fait en outil pédagogique. Voilà, en gros. Un gros focus sur comment est-ce qu'on fixe les savoirs, les apprentissages, qui est quand même quelque chose sur lequel tu reviens régulièrement dans ta recherche. Et également conférencier avec la BNF, partenaire même. C'est l'idée de chercheur associé en fait, avec la Bibliothèque nationale de France. C'est vrai que mon travail prend aussi une petite dimension historique. J'étudie pour eux un fonds de jeu éducatif datant des années 80, les ancêtres des Serious Games. Et avec eux aussi, donc, on met en place des play-conférences, c'est-à-dire on joue en direct à un jeu, on essaye un peu de l'analyser avec des collègues historiens. Très bien. Voilà. Et la chaîne JDH, évidemment. Oui, voilà, une évidence. Voilà. Et pour ma part, donc commencez à avoir l'habitude, donc Mehdi de Bavis Organi, donc organisateur de l'événement, et les podcasts de l'univers des podcasts, si vous êtes curieux, notamment Je Game Moi Non Plus, partenaire sur l'événement. Messieurs, donc on a un petit peu lâché l'idée sur la question, effectivement peut-être partir du Discovery Tour, d'autres choses. Est-ce qu'il y a déjà des axes sur lesquels vous avez vos pions de poser? Est-ce que l'un d'entre vous, tâche difficile, se sent de se lancer? On a la base, on a la proposition de Maxime sur le Discovery Tour. On peut partir sur autre chose. Hein, c'est vraiment, c'est à l'envie. On peut ouvrir. Puis après, on pourra, parce qu'on a beaucoup de jeux qui parlent de l'Italie. On pourrait parler de quelques-uns de ces jeux dans diverses problématiques. On essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre dans le jeu, dans le contexte normal de jeu, peut-être à l'école un peu, peut-être ce que ça implique comme transformation. Mais on peut commencer donc par... partons là-dessus. Discovery Tour. Oui.
On peut peut-être évidemment représenter ce qu'est le Discovery Tour un petit peu plus en détail, Maxime. Absolument. Donc, c'est vrai qu'on s'éloigne un peu de l'Italie avec le Discovery Tour, mais Très pas tant que ça. Mais oui. pas tant que ça au final. Oui. Et on va voir pourquoi. Donc, le Discovery Tour, qu'est-ce que c'est? C'est un module. En fait, c'est pas exactement un jeu vidéo. C'est plutôt un module de découverte, de voyage pseudo-historique, de voyage virtuel pour découvrir des sites tels qu'ils ont été recréés par les équipes d'Assassin's Creed pour les jeux qui ont été faits, donc Assassin's Creed Origins, sorti en 2017, et Assassin's Creed Odyssey, sorti en 2018. Alors, le Discovery Tour, qu'est-ce que c'est? C'est une reprise des environnements du jeu dans laquelle des visites audio-guidées sont créées pour les visiteurs, pour les apprenants, pour des gens des familles qui vont vouloir s'y intéresser. Et tout simplement, la base, c'est qu'on visite, on visite des sites, on rencontre des personnages historiques, on rencontre des événements historiques, et puis on découvre des choses. Donc, un peu comme on le ferait dans un musée, mais là, l'avantage, c'est qu'on est dans le médium du jeu, on a la liberté quand même d'action, on a la liberté de navigation, et puis ça s'adresse pour tous. Donc, c'est pas que pour les gamers, c'est absolument pas que pour les étudiants, mais c'est vraiment pour tous. Donc, c'est un peu la promesse de base pour le Discovery Tour. D'accord. Joliet, déjà, c'est peut-être une base Antonin un peu dodelinée, peut-être. Pour tout ce qui m'a fait décider. Alors, écoute. Il faut quand même savoir déplacer un avatar. Ma mère, avec tout le respect que j'ai pour elle, que j'aime beaucoup, bonjour maman, ne pourra pas utiliser le Discovery Tour. En tout cas, pas de manière instinctive et pas de manière. Il faudrait vraiment qu'il y ait un accompagnement de ma part, parce que le périphérique, l'outil communicationnel avec l'objet, que ce soit la manette ou la souris, le clavier, c'est compliqué pour des non-joueurs. Tout à fait. Et donc, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça comme développeur de jeu. Donc, quand je dis on s'adresse pour tous, c'est à peu près le pire choix pour un designer de jeu. Il n'y a rien de pire que d'essayer de produire quelque chose qui peut s'adresser à tous. Mais pourquoi on le fait? Parce que nécessairement, les joueurs de jeux vidéo, ils ont déjà accès à Assassin's Creed. Pour eux, la valeur du Discovery Tour, elle est présente, mais elle n'est pas aussi forte que si on est capable d'aller chercher des audiences qui, eux, ne s'intéressent pas nécessairement aux jeux vidéo. Après, il y a moyen de tutorialiser, il y a moyen d'approcher, mais il y a quand même des barrières. Il y a des barrières comme concepteur de jeu que je ne peux pas briser. Donc, je ne peux pas amener une console dans les salons de tous et de toutes. Je ne peux pas leur amener un ordinateur. Mais on peut essayer de créer des systèmes, des tutoriels. On peut essayer de penser à des systèmes de progression qui vont quand même pouvoir s'adresser à plusieurs personnes. À condition d'être supporté, à condition, par exemple, que si un musée décide d'utiliser le Discovery Tour, il y a des médiateurs qui puissent amener les visiteurs à l'utiliser. Moi, j'adore prendre que ce soit ma mère ou que ce soit un visiteur à un stand qui n'a jamais joué à un jeu vidéo, puis lui dire, vous savez, au minimum, c'est le pouce de gauche. Et c'est vrai que dans la première minute, c'est le ridicule, beaucoup de difficultés à se déplacer avec le personnage. Et puis, lorsqu'on prend le temps de dire, prenez votre temps, il n'y a pas de pression, personne ne va vous attaquer, il n'y a pas d'objectif, faites juste vous promener. Là, ils se disent, ah ouais, c'est magnifique. Bon, ils rient un peu, ils se bidonnent un petit peu parce que c'est vrai qu'au début, ils sont un peu mal à l'aise, mais avec le temps, ils découvrent quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis là, il y a moyen d'approfondir. C'est libre à eux, tout à fait. Alors, avant de passer à ce que ma mère et la mère de Romain Vincent pensent de Assassin's Creed Discovery Tour, parce qu'on fait le tour des mamans, qu'est-ce que je veux dire plus sérieusement, plutôt demander, est-ce que tu n'es pas quand même confronté, tu parlais de l'évolution effectivement au sein d'Ubisoft, à ce qu'avait l'air d'amener comme nuance Antonin, évidemment à des frustrations à ce genre de cas de figure-là, parce que le cas de figure que tu as donné, que ce soit avec de la famille ou avec des gens qui sont moins habitués, oui, il va y avoir ce choc visuel, on en parlait avec Marine Mac sur les paysages, on peut être complètement pris par... Mais qu'est-ce que tu fais après de l'entrée sur le long cours et de l'impact que peut avoir ou pas l'expérience? Ce que je veux dire par là, c'est ce que tu penses à des moments aussi, vu que tu es de plus en plus proche d'une démarche aussi un peu créative, artistique, à proposer des alternatives, à pas partir du principe que voilà, un joueur, ça va pouvoir forcément faire ça au doigt à l'œil, comme nous qui sommes plutôt habitués à jouer à des jeux depuis un moment. Est-ce que la question se pose dans ton parcours ou avec des collaborateurs? Absolument. Donc l'idée, donc le travail qu'on a fait est en amont sur le Discovery Tour. Ouais. Ça fait des années qu'on en rêve, qu'on prépare le travail, qu'on prépare le terrain. Donc on a essayé d'évaluer quels sont les besoins, quels sont les différents scénarios où ça pourrait être utilisé. Que ce soit, encore une fois, dans un foyer, que ce soit dans un musée, que ce soit dans une école, secondaire, lycée, université, en Amérique, en Asie, en Europe.
tous des contextes très différents. Et puis après, ben, nous, c'est pas une grosse équipe qui fait le Discovery Tour. Par rapport à un jeu Assassin's Creed, c'est une petite équipe. On peut pas infliger à l'ensemble de l'entreprise de tout changer pour que le modèle fonctionne. C'est certain. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, c'est le contenu, c'est le design du jeu. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, par exemple, en termes de courbe d'apprentissage, on essaie de créer des mécaniques, par exemple, les tours tutorialisés pour que le joueur puisse découvrir le jeu au début. Donc, un peu embêtant peut-être pour un joueur habitué, mais on focus sur les tours. Après, tranquillement, on introduit, on tutorialise, donc même sur plusieurs heures. Donc, on fait un plan quand même là-dessus. Et là, on amène les aspects d'exploration. Tranquillement, on amène l'aspect de ludification, de remise de récompenses également. Mais ce ne sont pas les premières choses qu'on va mettre de l'avant, par exemple, pour un joueur. Donc, tout ça, c'est réfléchi avec des concepteurs qui ont travaillé sur Assassin's Creed, qui ont travaillé sur des jeux comme For Honor, par exemple, mais dont ils sont conscients quand même des limites du médium. Donc vous partez plutôt du principe qu'on part de la base installée d'Assassin's Creed, donc on va plutôt s'adresser à des gens qui sont avec le risque évidemment que des personnes moins habituées pourront peut-être un peu se casser les dents sur le... Absolument. Ouais, d'accord. Pour terminer sur le dé là-dessus, Oui. évidemment, je ne peux pas transformer l'expérience pour une tablette, par exemple. Oui. Je n'ai pas la capacité technologique de le faire. Bien sûr. Justement, par rapport au game design, là, c'est le game designer qui parle en termes d'accessibilité. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion qui a été peut-être comme au moins amorcée pour essayer justement de peut-être modifier les contrôles pour les simplifier, parce que tu dis que c'est le pouce gauche mais c'est aussi le pouce droit. Elle n'est pas obligatoire parce que la caméra elle est bloquée en fait par défaut sur le joueur dans les deux Discovery Tour. On peut la désamorcer et on peut quand même jouer avec. Mais c'est vrai qu'on ne pousse pas l'aigle ou la navigation maritime ou le cheval d'emblée pour le joueur. On dit non mais attends, commence par suivre le fil. Cette option de bloquer la caméra sur l'avatar, on l'a dans l'épisode classique aussi ou dans les deux Discovery Tour en fait. Non, mais je veux dire dans l'Assassin's Creed de base, on peut aussi bloquer sa caméra comme ça. Ma mémoire me fait défaut, je suis pas sûr. Donc ça voilà, ça c'est une réflexion, voilà, donc c'est là où ce que je voulais savoir. Donc là il y a véritablement un travail qui a été fait au niveau du game design pour les contrôles, pour les 3C. Contrôle, caractère et on a modifié caméra. l'utilisation de la caméra et le contrôle de la caméra pour l'adapter justement. Ok, donc ça effectivement c'est une démarche. Non, c'est l'ensemble. En fait, c'est le travail qui est visible pour le joueur, ce sont les tours, ce sont les sites d'exploration. Mais en arrière, c'est un travail gigantesque en termes de programmation, de reprogrammation. Parce que une caméra bloquée, c'est ce qu'on avait au début des années 2000. On sait tous que c'est une très mauvaise idée. La PS1, si tu nous regardes. Voilà, la Dreamcast aussi, quand on n'avait qu'un seul joystick. Donc ça devait être du boulot quand même d'arriver à faire une caméra bloquée qui fonctionne bien. Ça a dû demander quand même pas mal de travail de programmation. Hein. Je crois pas que c'est le truc qui a été le plus difficile. Je peux dire qu'en revanche, nourrir les animaux pour qu'ils arrêtent d'attaquer les joueurs, ça déjà, il faut retravailler l'intelligence artificielle du jeu au complet, en fait, de fond en comble. Les réactions de la foule. Ça a l'air tout à fait bête, mais enlever les cadavres, nettoyer le sang sur les parvis des temples, c'est vrai que c'est un gros défi. On parle de milliers d'entités et qui sont attachées à l'univers du jeu, par exemple, qui n'ont pas été nécessairement pensées à la base pour un projet éducatif. Donc, il faut quand même, il y a un immense processus créatif, même au niveau de la programmation, pour essayer de trouver des solutions. Donc, comment on fait pour que les trirèmes, ils arrêtent d'attaquer le joueur, en fait, sur la mer, ou ils arrêtent de se battre entre eux, parce qu'ils n'ont jamais été pensés comme ça à la base par les équipes de développement. Donc, c'est vrai que les programmeurs ils se sont fait beaucoup plaisir, ils se sont creusés la tête énormément pour essayer de hacker le propre jeu. Mais oui, donc on vit avec ces contraintes-là, même si on est une plus petite équipe. On reparlera de hacking un peu plus tard avec Antonin. Romain, je crois que tu voulais intervenir. J'y réfléchissais, il me semble pas que dans le Discovery Tour, la caméra soit bloquée. Par défaut. Ah bon ? Ouais, d'accord. Mais ça veut dire qu'elle est adaptative. Donc, dès que le joueur la reprend, elle suit, et dès qu'on l'abandonne, on fait 2-3 tours et elle se rebloque automatiquement. Lorsqu'on la laisse bloquer. Ok. Non, mais ça me fait penser notamment ce que tu disais sur l'accessibilité du jeu, puisque le Discovery Tour arrive en fait après l'existence de pratiques enseignantes qui donc existaient déjà avec les Assassin's Creed. Alors je l'ai fait, mais d'autres aussi l'ont fait, c'est-à-dire on passait par un enregistrement de vidéo ou des screenshots pour montrer donc certains monuments, etc. C'est ce qu'on a montré là hier dans la conférence sur la Renaissance notamment. Je sais pas si tu peux montrer tant qu'à faire, montrons. Montre. Mais c'est vrai, depuis le premier Assassin's Creed, il y a des témoignages d'enseignants, de professeurs d'université qui utilisent le jeu tel qu'il était. Alors, ouais, c'est ça. C'est donc des pratiques qui existaient avant. Et limite, donc c'était l'enseignant qui faisait le tour. Je sais plus, c'était là. J'arrive pas à déplacer ton truc, c'est l'enfer. Ouais, il bloque pas comme la caméra. Ouais, voilà, c'est là.
Ouais, on avait parlé, juste le mettre en plus grand. Enfin, en même F5, temps, si c'est pas si... Oui, c'est possible. C'est extrêmement important, je ne sais pas. Ouais, on parlait de ça, c'est-à-dire que là, on avait l'exemple d'une enseignante qui avait enregistré son gameplay et donc qui passait dans les différents coins et recoins de la ville de Florence. Et donc, les élèves devaient, sur un plan, reproduire les différents éléments de la ville. Donc, ça, c'est un truc qu'on voit de manière assez régulière dans l'utilisation du jeu vidéo en histoire, c'est-à-dire de mettre de côté le jeu. Pour s'intéresser aux représentations, pour s'intéresser au visuel. Et deuxième élément, c'est de leur ramener un travail qui est très scolaire finalement. C'est pas négatif dans ma... les livres, avec c'est un outil qui est vraiment riche en fait. Mais c'est au détriment du jeu. Ce qui est... Alors c'est intéressant ton positionnement, parce qu'au détriment du jeu, oui, mais moi je pensais à une vague actuelle qui a pas mal le vent en poupe, c'est les modes photo dans les jeux vidéo, et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors je sais pas si ça a été pensé en amont du côté du BI pour vous là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a un matériau là-dessus. Le seul truc sur lequel je pense on peut mettre tous les gens, même les détracteurs d'Assassin's Creed, d'accord, c'est les restitutions visuelles des architectures, effectivement, au niveau modèle 3D, LD, etc. Donc voilà, moi je sais pas, c'est une petite intuition. J'arrive au milieu de l'échange. Ouais. Mais des représentations qui sont parfois, il y avait le cas notamment sur Origins avec des statues plus grandes que. Ah non, mais il y a des milliers d'anachronismes. Bah oui, non, mais je les connais même pas toutes. Qui peuvent être utilisés en fait, justement pour favoriser l'esprit critique, pour avoir une discussion dans la classe. Et c'est vrai que les modes photographiques, c'est génial et c'est utilisé. Nous, du moins les enseignants avec lesquels on collabore, où nous on veut avoir leur rapport d'utilisation des jeux, ils utilisent tous le mode photo parce qu'ils produisent du matériel après pour des discussions qui sont en dehors du jeu. Et là il y a un travail sur la collaboration d'équipe, il y a un travail sur la présentation orale en classe. On déborde complètement de l'apprentissage qui était lié à l'image du jeu. On en sort complètement. C'est peut-être votre idée à tous les deux, c'est justement qu'on en sort complètement. C'était ça peut-être ton argument, c'est l'idée de sortir de l'expérience, non pas forcément de l'expérience de jeu. Oui. Bah oui, mais pour moi c'est ce qu'il faut faire. Hein. Oui. Enfin, c'est pas une critique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait du jeu. Bien. Il y a deux postures, je pense, dans ce qu'amenait Antonin sur l'expérience de jeu, et peut-être toi plus sur la façon de ramener ses apprentissages. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apprend en jouant à un Assassin's Creed classique ? On va déjà apprendre à y jouer tout bêtement, et éventuellement, on va avoir des apprentissages de type, sur le scénario du jeu, sur l'univers du jeu en lui-même. Les apprentissages collatéraux, ils sont toujours plus difficiles à cerner de toute façon. Donc, mais on apprend l'accent italo-montréalais avec Ezio pourtant. Donc, je le dis à la blague parce que ça me fait toujours rire, mais au minimum. Pas mon préféré, vous m'avez coupé. Je Pardon. L'arrêt, le fait de l'utiliser dans les apprentissages. Ouais, mais ça on le voit, donc soit on met le jeu de côté de cette manière-là, soit dans un sens avec le Discovery Tour, c'est ce qu'on voit aussi, c'est-à-dire que les enseignants, de ce que j'ai vu pour le moment, utilisent évidemment avant tout les visites guidées, qui sont, je pense, d'excellentes manières d'apprendre l'histoire, parce qu'on se retrouve face à je trouve à un cours intégré dans le jeu avec une voix off qui nous raconte quelque chose. Et donc là, on sort de notre posture de joueur. Mais pour moi, c'est ça, apprendre l'histoire. Parce que d'un point de vue recherche, on n'a pas vraiment d'études positives sur les apprentissages du jeu vidéo pour des apprentissages, pour ce qu'on va appeler des savoirs déclaratifs, c'est-à-dire des faits historiques, par exemple, ou du savoir pointu. Pour des compétences, on a peut-être des acquis, mais c'est souvent dépendant du contexte de jeu et assez peu transférable. Mais je trouve que le Discovery Tour nous montre que pour apprendre l'histoire, faut mettre un peu le jeu de côté. Mais moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas une critique négative. Je dis, ouais. Bien sûr. Si vous faites que vous baladez, grimper en haut des pyramides, vous baladez à cheval, que vous apprenez, je sais pas. Mais alors peut-être se faire une image, comme tu disais, en fait, au niveau de la reconstitution matérielle, se donner une image. Et des historiens avec qui j'ai dialogué, il y a évidemment quelque chose qui ressort, c'est le fait de mettre en couleur, par exemple, la Grèce antique. Ne plus la voir comme des bâtiments blancs, en ruine, comme on les voit maintenant, mais c'est mettre un peu de la couleur, de la vie, notamment sur des paillettes, sur les statues, des paillettes. Bien vu, je le voyais venir de loin. Avec, pour contrebalancer, les couleurs du jeu qui reprennent une vision un peu romantique de l'Antiquité, des péplums, donc un peu peut-être
un peu plus coloré finalement et pastel que l'Antiquité l'était. Je suis parti dans plein de directions. C'est ça, non, on sort du jeu, mais on reste dans la fiction. Oui. Alors oui, on travestit quelque part le jeu pour arriver à en faire un support pédagogique pertinent, même si ça scolarise quelque part. C'est une scolarisation du jeu. Oui. Mais à côté de ça, on reste quand même face à une œuvre de fiction, par définition. Et donc oui, alors qu'on peut effectivement critiquer et à ce moment-là utiliser les défauts pour créer du débat, et, bon, ça peut être extrêmement intéressant. Mais je sais pas, moi, il y a quand même une question sous-jacente, alors qu'il a sûrement un petit peu la tarte à la crème de ton approche, de tes recherches, mais il y a un grand théoricien du game design, Raph Koster, qui nous dit que si... Theory of Fun. Voilà, Theory of Fun. Que si on prend du plaisir à jouer, c'est parce qu'on apprend. En fait, jouer, c'est apprendre. Mais apprendre quoi? Des patterns, lui, il insiste particulièrement, principalement là-dessus, entre autres. Oui, mais bon, est-ce que là-dedans, il n'y aurait pas... Enfin, le pattern... quand on regarde comment je sais pas, faisait un ferronnier au XIVe siècle, ou comment un paysan s'occupait de son champ, enfin c'est des patterns aussi. Oui, même aujourd'hui, quelqu'un travaille dans une usine en mode donc, cartonnage. Donc c'est l'apprentissage par imitation. Est-ce que là-dedans, c'est une question que je me pose comme ça de manière un peu dans le monde des idées, gratuitement, mais est-ce que justement l'utilisation du jeu dans sa dimension patternique, si je peux permettre le néologisme, pourrait pas être pertinente pour susciter des apprentissages dans la pratique ludique? C'est là où je pense qu'on rejoint les questionnements. Jusqu'à aujourd'hui, ça marche pas, parce que ce sont des jeux qui sont pensés pour être avant tout joués de manière désintéressée de tout contenu d'apprentissage. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser justement le fond? Alors après, c'est le principe de gamification, mais justement le principe de ces patterns qu'on va apprendre parce que dans le jeu, on est incité à les utiliser, parce qu'on est récompensé. Mais qu'au final, en fait, on apprend quelque chose qui est un savoir réel, historique, économique, je ne sais quoi. Je pense qu'on a été quand même confronté quelquefois dans notre parcours de joueur à ces apprentissages de patterns qui, en fait, nous ont appris des choses sur le réel. Il faudrait voir exemple par exemple sur certains jeux. Il y a nécessairement il y a énormément de travail qui est à faire dans l'approche du jeu AAA ou des théories de design et de les associer avec les écoles, avec un produit qui est plaisant. Moi, par exemple, ce qu'on propose avec les Discovery Tours, c'est pas un produit fini, c'est pas un produit abouti, c'est un test. Mais il n'y a jamais un studio de AAA qui a fait un jeu adapté de son jeu principal pour en faire un jeu éducatif. Il y a Minecraft EDU qui a été modé par un enseignant. Mais c'est vrai qu'on est encore très loin. Les jeux, les serious games, ça existe. C'est vrai, ça existe depuis déjà 2 décennies, 3 décennies, avec l'effet de brocoli trempé dans le chocolat. Et c'est vrai que c'est un grand défi. Un jeu qui est classé 18 ans et plus dans une classe. Moi, je trouve que les enseignants qui l'utilisent, c'est courageux, c'est tant mieux. Mais il y a une démarche personnelle qui est très forte à faire. Tu te soulèves d'ailleurs l'an dernier, effectivement, sur l'édition jeux vidéo, l'espace jeux vidéo des Rendez-vous de l'Histoire, il y avait 2 publics. Il y avait donc les jeunes, on va dire lycéens et plus jeunes et universitaires, et les profs qui venaient un peu en mode cure de jouvence, qui se disaient c'est bien que ça existe, des espaces comme ça, parce que nous, après, on peut dire, vous voyez, il y a des gens qui en font quelque chose et on peut essayer de travailler sur les limitations d'âge, le PEGI, etc. Antonin. Oui, voilà, je cherchais un exemple, je savais que j'en avais un qui trottait. Bon, j'ai réussi à détricoter. Non, j'ai rien écouté. Mais on devrait retomber sur nos pieds. 1979, le jeu sur la révolution iranienne qui a été développé par un petit studio américain avec à sa tête un directeur créatif immigré iranien. J'ai appris un nombre incalculable de choses en y jouant. J'ai écouté des discours de Khomeini, qui sont... Black Friday pour Black Friday. Et avec une cohérence entre le game system, la dimension intradiégétique de toutes les features, toutes les mécaniques de jeu, qui fait qu'il y a une cohérence extraordinaire entre la caractérisation de l'avatar, les compétences de l'avatar, la façon dont l'avatar apprend des choses dans le jeu,
par rapport à son statut. Il est journaliste, photographe, donc on prend des photos dans le jeu, bah oui, c'est logique, on est journaliste, on est photographe. Donc c'est pas quelque chose qui est extra-digétique où on se retrouve... Et la scène d'ouverture est une scène de torture. Donc de toute Oui, façon, oui. on a déjà une entrée en je dirais, Oui. la matière, si je peux Oui, dire. bah après, ouais, ça c'est le contexte, historique, mais je dirais que c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que On est d'accord. la façon dont sont pensées les mécaniques de jeu, tout est hyper cohérent. Quand on joue, alors, je suis désolé de encore casser du sucre sur le pauvre soldat inconnu, mais on a Bon, une... il est inconnu. Pour une fois que c'est pas moi. on a une dichotomie complètement schizophrène dans ce jeu entre les éléments qu'on va récupérer avec des collectes, enfin, OSEF, qui vont nous permettre de nourrir un codex auquel on peut accéder en passant par un menu à la discrétion du joueur, c'est-à-dire s'il a envie de le faire. Alors que les mécaniques du jeu, ça va être résoudre des puzzles qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait réellement dans un contexte de la Première Guerre mondiale. Là, dans 1979 Black Friday, on a vraiment quelque chose qui est particulièrement bien pensé et qui fait qu'en y jouant, j'ai joué à un jeu. J'ai véritablement joué à un jeu, ça c'est indéniable. Alors qui n'est pas parfait, qui est en termes de réalisation, qui est un peu bricolé, qui a quelques petites limites, mais j'ai appris énormément de choses en y jouant, sans avoir l'impression d'avoir un cours. Voilà. Et sans me forcer à aller chercher des informations par moi-même en passant par un codex ou autre qui est à la périphérie du jeu. Et donc là, il y a une sorte de fluidité dans l'acquisition du savoir. Tout à fait. Où mes actions ludiques s'inscrivent justement dans cette paternisation de l'apprentissage. Où les photos que je faisais dans le jeu, c'est des photos que je devais faire parce que c'était ma fonction dans le jeu et que c'était lié à un game system où il fallait que je réussisse les photos pour pouvoir progresser dans le jeu. Et ça s'inscrivait ensuite dans des articles que j'écrivais parce que j'étais journaliste et que je pouvais consulter régulièrement. Et les cassettes de comédie qu'on me passait, c'était la propagande qui était véritablement faite dans les rues à ce moment-là. Et donc je me retrouvais à écouter les discours de Khomeini. J'ai appris des choses. Enfin, voilà, c'était. Donc, écouter les discours de Khomeini où il explique qu'il ne voudra jamais être il ne voudra jamais avoir le pouvoir, il sera juste un guide consultatif quelques mois avant qu'il prenne le pouvoir et qu'il devienne un guide suprême pseudo-consultatif. C'est se retrouver dans un contexte, une sorte de virtualisation du réel que j'ai jamais eu l'occasion de ressentir et que dans un Assassin's Creed, avec tout l'intérêt que je peux porter à la série parce que je me suis amusé avec, c'était toujours des découvertes un peu périphériques. Le mode musée de l'Assassin's Creed 2 par exemple, les tableaux que j'ai pu collectionner, mettre dans mon... c'est des choses qui sont faites à la discrétion du joueur et d'ailleurs qui sont pas très cohérentes avec le contexte. On s'amuse à les collectionner, mais dans quel contexte on peut arriver à... C'est vrai qu'avec la Renaissance italienne, collectionner des musées, des peintures, c'est peut-être... c'est en dehors de l'expérience. Non, mais par rapport à l'histoire du jeu, peut-être. Dans quel contexte on peut incarner un personnage qui va pouvoir se payer toutes ses peintures et les mettre dans un musée. C'est un musée personnel. Entre deux assassinats, c'est un peu gênant. Attendez, je vais prendre cette toile, c'est vrai. Non mais là tu m'as totalement hypé sur ce jeu que j'ai acheté à sa sortie. Black Friday. Il est extraordinaire. Il était d'ailleurs programmé l'an dernier ici même. Fallait de la puissance du fallait m'inviter. T'as cherché. Voilà, j'ai tendu la perche. Il y a un paquet d'expériences. Je pense à un jeu de réalité virtuelle qui a été créé pour les réfugiés palestiniens. Et qui a été fait en fait pour apprendre l'arabe parce qu'en fait leur langue est dévalorisée en fait. Il y a un gros problème d'enjeu d'identité et puis ils leur ont créé un jeu donc pour téléphone donc qui est vraiment adapté au seul outil qu'ils ont encore dans le contexte où ils sont réfugiés. Malheureusement, le nom m'échappe à l'instant sur le jeu. Mais c'est vrai que c'est très tragique. C'est un jeu qui s'adresse à une population cible particulière. Ils ont le support de l'UNESCO pour le monter. Donc, c'était vraiment, il y avait une vocation. Mais c'est vrai que là, pour eux, l'expérience, elle est globale. C'est de se revaloriser, de découvrir leur propre culture parce qu'ils sont déracinés. Et ça a très bien marché jusqu'à présent. Donc, moi, je leur souhaite le meilleur succès et je trouve que c'est magnifique comme projet. Ouais. Très bien. Qu'on ne me reproche pas de casser ou de détruire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez d'autres idées sur lesquelles vous voulez rebondir, au-delà de la proposition dont on essaiera, magie du montage, de réintégrer, dont vient de parler Maxime? Moi, j'aurais d'autres questions sur la construction de Discovery Tour. On avait eu, au moment de la sortie de l'Origins, le coquillage gate avec les coquillages sur les statues qui avaient été mises. Et là, dans l'Odyssey, ça a été... alors, c'est un switch, mais par défaut, c'est enlevé.
comment ça se fait qu'il y a quelle est l'évolution qu'il y a eu derrière? Ben, comme je le disais d'entrée de jeu, en fait, c'est un apprentissage qu'on fait. Donc, on navigue dans un univers qui n'est pas nécessairement le nôtre. Donc, on navigue dans l'univers d'une classification d'âge qui n'est pas celle à laquelle on est habitué. Nous, d'habitude, à 18+, on se dit, bon, ben, c'est pas grave, on fait ce qu'on veut, c'est accessible, peu importe. Et puis après, c'est vrai qu'on localise quand même dans certains pays selon les sensibilités de chaque région. Pour le premier Discovery Tour, c'est vrai qu'on a peut-être été un peu trop dans la sensibilité jusqu'à un certain égard, en cachant des parties intimes, des statuts. Et je sais très bien que ça peut absolument choquer, mais lorsqu'on se met dans un contexte, par exemple, européen, où évidemment, on est entouré de statuts, c'est pas un souci. À l'inverse, ça choque d'avoir les coquillages. Donc, on a réalisé à la sortie, en fait, que c'était pas nécessaire. On avait peut-être été un peu trop loin dans la volonté de respect. On est allé beaucoup trop loin et on a réalisé que c'était pas nécessaire. Donc, on l'a laissé quand même accessible parce que c'est vrai que pour que l'outil soit utilisable dans un contexte mondial, il y a des endroits où il y a un enjeu, il y a une sensibilité quand même réelle, où le jeu va être interdit parce que c'est pas disponible. Et donc, on l'a mis tout simplement optionnel. Donc, évidemment, comme tous les gens, on essaie de comprendre les besoins des joueurs, on essaie de comprendre comment ils l'utilisent, comment on peut améliorer le produit. Et ça fait partie des choses qui sont ressorties très fortes du premier Discovery Tour. Donc, et surtout dans le contexte du jeu Assassin's Creed Odyssey, des parties génitales, il y en a à la quantité. Il y en a partout. Donc, c'est vrai que c'est un peu horrible quand on met la Switch, en fait. Et on n'avait pas pensé essayer de faire une sorte de rollback en option pour enlever les coquillages. Un patch. Un dépatch. Un petit DLC. Évidemment, tout est possible, hein. tout est pensable, mais c'est vrai qu'on est quand même, je répète, une petite équipe. Proportionnellement à ce qu'on fait sur Assassin, Ouais. sur une équipe de 25 personnes versus une équipe assez monstre quand même, ce qui fait sur Assassin, faire une patch, c'est très compliqué quand même. C'est beaucoup de travail. Il faut tester dans toutes les langues, dans tous les pays. Ouais, voilà. Romain? Oui, pardon. Toujours sur l'évolution, j'en profite. C'est ce qui m'a marqué dans celui sur Odyssey, donc le dernier, c'est l'ajout à la fin des visites guidées de questionnaires. Et je me suis dit, tiens, on se rapproche encore une fois de quelque chose d'encore plus scolaire. C'est-à-dire après la visite guidée du prof, on a à la fin le petit questionnaire, qui est plutôt bien fait en plus, je trouve, parce que quand on se trompe, la personne nous explique pourquoi on se trompe. Mais non, c'est pas tel roi parce que lui il était à tel endroit, à telle période. Qu'est-ce qui a motivé l'ajout de ça? Ben, c'est la capacité technologique, en fait. Parce que Odyssey, par rapport à Origins, a fait une évolution. Donc, ils ont rentré le système de dialogue, le système de choix pour le joueur. Donc, ce que ça a eu comme impact sur nous, c'est que c'était quelque chose qu'on pouvait essayer de prendre. D'un autre côté, tout ce qu'on avait créé comme système technique pour le Discovery Tour sur l'Égypte ancienne, on ne pouvait pas le réimporter dans Odyssey. Parce que l'engin n'est plus le même. Donc, on avait une opportunité, on avait un défi à la fois. L'opportunité, c'était évidemment d'aller chercher les dialogues avec les personnages. Il y a un côté, c'est vrai, didactique avec les quiz, avec l'ajout, mais c'est plutôt le côté humain en fait qui nous intéressait derrière avec les dialogues. C'était plutôt le fait de pouvoir rencontrer des personnes, ce qui nous manquait peut-être un peu sur le premier Discovery Tour. C'est vrai que les voix des narrateurs étaient peut-être pas au niveau qu'on aurait voulu utilement. C'était peut-être un peu trop neutre, pas assez personnel. Et c'est vrai que les guides nous amènent cet aspect-là. Ça se dit, il y a beaucoup de gens qui nous avaient fait la suggestion, pourquoi on ne suit pas un guide avec nous tout le long de la visite? On l'a essayé. Je ne peux pas dire que c'était un grand succès. Déjà quand on avait d'autres personnages qui nous accompagnaient, ils ne savent pas où nous, comme joueurs, on veut aller. En fait. Donc après, ils nous suivent ou ils nous attirent vers le devant. Donc, il y avait des enjeux de design. Donc, on est allé vers les dialogues, vers l'ajout de systèmes de quiz, vraiment pour amener le côté plus humain, plus chaleureux. Et c'est vrai que, il y a peut-être Leonidas, lui, est un peu plus sec. Quand il nous dit non, c'est non. On comprend. Mais c'est un roi de Sparte après tout. On va effectivement continuer avec se décaler. Discovery Tour, on l'a déjà fait un petit peu avec Black Friday, entre autres, et l'exemple de VR de Maxime. Donc, Romain, tu voulais peut-être poursuivre sur... Ouais, c'est vrai qu'on parlait de jeu. l'analyse critique en fait, des jeux vidéo en classe, qui est l'une des grandes pratiques qu'on fait en histoire. C'est-à-dire qu'en gros, on montre un jeu à des élèves et on essaye avec eux d'en critiquer les représentations historiques. C'est un truc qui se fait beaucoup avec Assassin's Creed, que moi j'ai beaucoup expérimenté avec le premier, notamment avec la ville de Damas. Et un truc je trouve qu'on ne dit pas assez en fait, donc je voulais un peu en parler. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup par contre en didactique, c'est ce qu'on va appeler les effets dus à la scolarisation des objets du monde. Donc c'est le terme, c'est-à-dire en gros comment on scolarise des choses qui ne sont pas pensées pour l'éducation, pour justement cette idée d'accrocher en fait les élèves, de les motiver, etc.
Voilà, la question de la motivation, elle est plurielle, on pourrait en reparler, mais ce qu'on remarque en fait quand on introduit ce genre de truc, c'est qu'il y a un risque de confusion des apprentissages pour les élèves les plus en difficulté. Oui. Parce que là, on fait quand même quelque chose de... C'est très séduisant sur le papier. C'est certain. Oui. Bon, moi, je l'ai vécu médiatiquement, ça marche très bien de dire ça. Après, sur le terrain, de ce que j'ai fait, de ce que je vois aussi chez les autres, ça peut mettre les élèves faibles en difficulté, parce qu'on leur fait découvrir un morceau de l'histoire par la fiction, une fiction qu'on peut leur faire jouer, et cette fiction jouée, on leur demande en gros de la critiquer avec des documents historiques. Et en fait, cognitivement, c'est quelque chose de très difficile pour des petits de collège, par exemple, qui, eux, sont pas outillés assez pour... Ça fait vraiment une masse d'informations. Alors que les très très bons élèves, eux, déjà vont comprendre ce que le prof veut faire. C'est-à-dire, tiens, il ramène un jeu, pourquoi il fait ça? Ah, ok, je pige. Et l'exercice, lui, il va le réussir. Donc, c'est vrai qu'on a ces aspects aussi d'effets sur les élèves qui sont aussi du moins à prendre en considération, mesurer, ça peut pas marcher sur tout le monde. Je t'emboîterai même le pas, au-delà des apprentissages, on a un autre type de médiation qui sont, ça a été tenté, médiation thérapeutique, et c'est toujours d'ailleurs, donc l'utilisation des jeux vidéo comme outil thérapeutique, et on a vu la même hype, comme tu disais, la même dimension de séduction, de se dire on va mettre ça à toutes les sauces, et se retrouver avec des situations où voilà, on a des jeunes à problème dits avec troubles des apprentissages au hasard, qui sont super agités, hyper actifs, et on va les mettre devant, ça va les calmer, et on ne mesure absolument pas l'état d'excitabilité qui, de base, est de toute façon celui d'un joueur ou d'une joueuse qui n'a pas de problème de trouble de l'attention ou quoi que ce soit. Donc si tu rajoutes à quelqu'un qui a déjà une difficulté l'état d'excitation d'un jeu sur lequel on est tous excités quand on tombe de je ne sais où, de Damas ou de Rome dans Assassin's Creed par exemple, évidemment. Donc il faut mesurer avec beaucoup de précautions. Voilà. Ça, cette charge de rajout en fait sur des personnes déjà en difficulté. Et du coup, il y a cette idée... Des fois, moi, mes élèves m'ont demandé, donc mes expériences passées, ils disaient, mais du coup, on apprend quoi? Ce qu'il y a dans le jeu, ce qu'il y a dans les... Parce que du coup, en mettant le jeu dans la classe, on le rend légitime, en fait. On le rend légitime en support d'apprentissage, parce qu'on dit, quand même, il y a des choses dedans. Oui, mais tout n'est pas bon. Alors, on fait le tri, mais alors le tri n'est pas évident. Voilà. Et vraiment, pour terminer, pour revenir à toi, il y avait une de tes chroniques, alors je suis désolé, j'ai toujours du mal avec les locutions que tu avais sur Nesblog, qui s'appelait... Monsieur, quand est-ce qu'on joue? Quand est-ce qu'on joue? Voilà. Oui, donc, moi, je trouve que déjà la tournure, elle posait déjà un peu cette idée-là, soit d'impatience, soit de qu'est-ce que ça va vouloir dire, ce qu'on va jouer, ce qu'on va essayer d'apprendre éventuellement ensemble. Voilà. Mais c'est pas la question en fait du rôle de l'enseignant au travers de tout ça qui est la plus importante en fait, c'est de se dire quel est le rôle de l'enseignant. Est-ce que c'est le rôle de celui qui enseigne l'histoire, c'est celui du rôle d'accompagnateur à la création de l'esprit critique, c'est celui du rôle de guide au final. Donc après c'est vrai que c'est une question qui est très large, c'est une question de confort aussi de l'enseignant, à savoir est-ce que c'est un rôle qu'il veut jouer, est-ce que c'est un rôle qui est légitime aussi. Mais par contre, du moins de ce qu'on voit avec les études de Marc-André Etier à l'Université de Montréal en didactique de l'histoire, c'est qu'au niveau motivation, c'est pas compliqué. Évidemment, ils savent qu'ils arrivent en classe. On parle ici la commission scolaire Marie-Victorin, c'est 1300 élèves, donc juste l'an dernier. Et puis au niveau motivation, autant en déclaratif qu'en observation, c'est sûr que c'est pas difficile de montrer qu'ils sont très contents. Il n'y en a pas un qui se lève pour aller à la salle de bain pendant le cours. Après, est-ce qu'ils apprennent? Là, nécessairement, il faut que l'étude le prouve. Et jusqu'à présent, ça fonctionne. Est-ce qu'ils apprennent? Et est-ce qu'aussi dans les biais au niveau cognitif, est-ce que cette attention, elle peut être due aussi, et c'est ça le problème de ces études-là alors, c'est la spécialité des gens qui les mettent en avant, c'est leur travail, c'est se dire, est-ce qu'on repère une motivation? On peut aussi repérer la question de l'effet de nouveauté, Absolument. Voilà, qui rejoue sur l'excitabilité, l'effet aussi de... c'est une réalité, c'est une bonne planque aussi. Ça peut être une bonne planque, le jeu vidéo. C'est pas la reprise par des moyens d'apprentissage qui vont davantage, comme Romain ou Antonin en off insistaient, d'inscription justement de ces apprentissages. Et c'est là un peu le nerf de la guerre. Donc c'est pour ça que j'ai déjà lu ces études-là, elles sont très intéressantes, mais parfois est un peu sous-estimées. Et même, alors tu as dit un truc très intéressant aussi, Maxime, c'est l'effet, est-ce que le prof le veut?
Et le risque aussi dans cette mouvance-là, c'est de se retrouver un peu comme dans cette excitation des NTIC, des outils nouveautés numériques, de se dire ah ben voilà, c'est ça le futur. Donc vous vous habituez, vous mettez à jour comme les logiciels administratifs et machin, et puis hop, vous utilisez ça pour les marmots parce qu'il va bien falloir vous mettre à l'heure, quoi. Alors que c'est pas. Ouais, non, mais il y a pas mal cette pression qui est plus ou moins appuyée en fonction des différentes strates de l'éducation nationale. Je prends des pincettes. Dans le fait d'utiliser ces outils numériques-là, en disant les jeunes jouent aux jeux vidéo, donc utilisons les jeux vidéo en classe. Qu'est-ce qu'un jeune Les jeunes, ils jouent pas tous à la même chose. Mais ça, tu le vois, on va dire, les jeux, mais tu as d'autres arguments. Les jeux vidéo, ils se vendent beaucoup. Donc c'est un média pour les jeunes, donc on va le mettre à l'école. Les fausses bonnes idées, c'est presque plus discriminant qu'autre chose, parce que les gens qui n'ont pas les enfants qui n'ont pas de console chez eux, à qui on a expliqué en plus que le jeu vidéo c'était pas forcément. Ils se retrouvent un peu à la marge à ce moment-là, alors qu'il y en a d'autres qui vont être surintégrés par rapport à ça. Exactement, il y a aussi ça, comme à l'époque avoir un blouson de je sais pas quelle marque ou un truc. Non mais c'est vrai, il y a aussi cette réalité-là sur les. Justement, dans les études de Marc-Andretti, ils ont mesuré ça en fait, ils ont demandé parce que c'est vrai qu'il y avait un niveau d'anxiété principalement chez les filles hyper élevé à l'approche de l'utilisation du jeu vidéo en classe. Ils sentaient qu'elles allaient être nulles. Et ultimement, leurs résultats étaient les mêmes, puis déclarativement, après l'expérimentation, elles disaient non, mais en fait, j'ai adoré. Parce que c'était bien accompagné. On s'entend. Bien sûr. Je veux juste rebondir sur deux trucs. C'est l'idée de motivation, qui est encore le premier argument d'utilisation du jeu, souvent. Mais qui me semble, il faut quand même un peu la détailler, cette idée de motivation. Est-ce qu'ils vont être motivés à utiliser le jeu ? Oui, on peut le supposer grandement, même si on a parfois des phénomènes de scepticisme, on va dire, chez les élèves très 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 scolaires. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ou alors les élèves qui n'ont jamais joué à un jeu vidéo, parce que ça existe. Donc on a quand même c'est les deux extrêmes où il y a quand même des résistances. Donc motivation à jouer dans un contexte de classe, on peut supposer qu'évidemment ça marche. Mais après, est-ce qu'ils vont être forcément motivés par l'objectif d'apprentissage qu'il y a derrière ? Là, il y a quand même un écart, quand même. Hein. Je pense qu'il faut mesurer. Oui. Et concernant les études sur le Discovery Tour, je ne serais pas forcément d'accord pour dire que ça prouve les vertus du jeu, finalement. Parce que quand on regarde le Discovery Tour, ce sont justement des cours magistraux intégrés, en fait. Donc, à la rigueur, ça signifie peut-être l'efficacité du cours magistral, peut-être. Mais du jeu vidéo, là, ça me semble un peu... du dispositif interactif, de voilà, l'animation avec un avatar, du contact avec l'objet, ça. de la déambulation, de pouvoir contempler le décor, le bâtiment. Enfin, mais tout ça se fait pas dans le jeu. Se fait pas en action, c'est ça que je veux dire. Après, ça du moins, de toute façon, moi, j'ai pas la capacité de juger de la valeur des travaux de Marc-Andretti, mais c'est ce qui est là. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de travaux qui soient exécutés à plusieurs égards, sur plusieurs contextes. Et on le voit, on voit que c'est quelque chose qui est en pleine expansion dans les universités. Oui. Des maîtriseurs, des doctorants, c'est le cas actuellement, vous voyez, avec vous-même, il y en a de plus en plus. Donc, je pense qu'on va arriver à un niveau de maturité dans la recherche, mais ça va prendre encore 5 ans, 10 ans, évidemment. Comme des game designers rééquilibrent, mais d'une certaine manière, je pense que les deux mots-clés que vous avez lâchés l'un comme l'autre, c'est d'une part la dimension évidemment d'itération et surtout d'accompagnement. Et puis, Antonin, quand tu parlais de Black Friday, dans l'idée d'avoir quand même une expérience qui se veut, je dirais, fluide, qui pointe pas trop du doigt. C'est le concept d'intradiutilisation. Je réfléchissais par rapport à Assassin's Creed. Moi, si j'avais l'opportunité de réfléchir sur ce genre de projet, je serais peut-être parti dans une démarche un peu Westworld. Hein. C'est-à-dire le fait d'intradiégétiser, le fait qu'on est soi-même un personnage contemporain dans un parc historique où on est, alors peut-être même dans un contexte virtuel, mais on est en contact avec des PNJ, d'intradiégétiser tout ça pour expliquer qu'en fait on est dans une œuvre de fiction à proprement parler, qu'on va visiter dans ce cadre-là, au lieu de jouer sur l'effet de réel de prime abord, qui me semble peut-être plus confusant, alors que si on pouvait créer une petite distance, tout en intradigétisant cette distance, ça permettrait peut-être de créer un rapport à l'objet où on peut mieux formuler l'esprit critique, arriver à faire le tri, tout ça, on joue dans la fiction, mais il y a des éléments intéressants quand même dedans. Voilà.
Très, très bref parallèle, mais pour un petit peu nuancer ce qu'on disait, moi je me souviens, c'est un instant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, j'avais à l'époque découvert, parce que j'étais une quiche en mathématiques, instant confession, et ma mère, comme ça on en a tous parlé, m'avait acheté en fait une série de cassettes, c'était très nouveau à l'époque, donc déjà la VHS, et en plus c'était des cassettes d'enseignement des profs qui s'enregistraient en fait, et qui donnaient des cours de maths via VHS. Donc il y avait le fantasme de on peut mettre sur pause, c'est fantastique, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens que j'ai eu une petite phase d'euphorie où je me dis c'est super, je peux mettre sur pause. Mais très rapidement, il y avait la dimension de retomber à la fois parce que c'était plus une nouveauté et puis aussi parce que l'accompagnement, encore on y revient, était pas aussi fluide que celui d'un professeur. Donc voilà, cette dimension mixte avec cette petite anecdote perso pour un petit peu rajouter à ce qu'on a déjà dit jusque-là. C'était quoi le dispositif? Ils se filmaient devant leur tableau noir Oui, c'est ça. C'est ça, c'était un tableau, effectivement. Et tu avais tracé des angles de Pythagore, de machin. Donc voilà. plus besoin de prof. Hein. N'est-ce pas? Mais il y en a qu'en rêve. Hein. Mais je reviens sur les études de Marc-André Etier. Je suis d'accord avec le fait qu'on apprenne avec le Discovery Tour. Moi, je mets juste un peu en guillemets l'aspect ludique de l'ensemble. Mais c'est pas le but. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. En fait, dans le discours qu'il y a autour, c'est de savoir, en fait, est-ce que c'est un jeu vidéo ou pas? Puis c'est vrai que le Discovery Tour, c'est pas un jeu vidéo à base. Et il faut que les enseignants soient quand même clairs là-dessus. C'est vrai que lorsqu'ils demandent aux élèves, est-ce que vous préférez jouer au jeu Assassin's Creed ou le Discovery Tour? Mais c'est sûr, ils disent tous presque 100%, ben non, on veut Assassin's Creed. Mais devant le fait accompli qu'ils n'ont pas un jeu Peggy 7, là, ils sont pris. Ils disent, OK, c'est vrai que je préfère avoir ça. Mais il y a un effet de nouveauté, il y a un effet d'enlèvement qui est unique. Parce que dans un cours d'art plastique, ils vont avoir un laboratoire très physique, ils vont arriver dans un laboratoire de technologie, ils vont avoir un système d'apprentissage qui est différent, ils vont se rendre dans le cours d'histoire, par exemple, ou le cours de géo. Là, ils vont utiliser le jeu vidéo. Dans un autre cours, ça va être un système magistral. C'est vrai qu'il y a la diversité des méthodes d'enseignement qui en ce moment fait profiter à l'utilisation du jeu en classe, ou du moins de méthodes comme le Discovery Tour en classe. Mais médiatiquement, la question, alors toi c'est pas ton métier premier, hein, évidemment, il y a cette dimension essentiellement plutôt de consulting, conseiller, accompagnant des équipes créatives, mais comment est-ce que vous faites sur ce discours un peu trouble, justement, médiatiquement? Parce que tu dis, pour toi c'est acquis, et moi je te suis là-dessus, ce n'est pas un jeu vidéo. C'est une expérience certes ludique d'apprentissage, on va dire, s'il faut à peu près interactive. Ouais, interactive, ludique interactive d'apprentissage. Mais comment jouer, comment toi tu le ressens? Comment est-ce que par exemple, est-ce que tu te dis que tu es des fois dans un langage de sourd quand tu es sur un plateau radio ou télé, de te dire j'ai bien précisé que c'était pas ça l'enjeu, mais que finalement il ressort que bon, c'est tout le problème. À la fin, les médias font ça à leur sauce de ce qui va le plus vendre, hein, c'est pas nouveau. Mais voilà, moi ma question elle est là-dessus aussi, parce qu'il y a cette ambiguïté, je pense, qui plane beaucoup. Comme créateur de jeux vidéo, c'est vrai qu'on est dans le médium culturel le plus puissant, du moins en France, et pourtant, on continue à se battre contre des clichés qui sont gigantesques. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles où on aborde la question, peut-on apprendre en classe, ou plutôt, ils apprennent sans violence, ou du moins les jeux vidéo sont-ils violents? Alors que c'est une question qui est même plus d'actualité. La question de la violence dans la représentation dans les jeux vidéo et les conséquences, c'est pas le sujet d'actualité actuellement. En 20 ans de recherche. C'est un marronnier, ça revient toujours. Non, mais c'est ça, ça revient voilà, alors qu'il y a tellement de choses derrière qui peuvent être discutées. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est difficile de rentrer énormément en profondeur. Il y a des médias qui le font très bien, qui prennent le temps d'essayer de comprendre la démarche, qui prennent le temps de rencontrer donc des gens qui l'utilisent, des gens qui ne l'utilisent pas aussi. Ils essaient de comprendre la limite. Donc, il y a de tout dans le spectre médiatique. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est encore dans une phase de maturité à devenir. On n'est pas encore à ce point-là où le discours est facile à obtenir. Parce que typiquement, si tu présentes Assassin's Creed, tu dis, et j'en voudrais pas à quelqu'un au niveau des slogans, hein, apprenez avec Assassin's Creed, parce que c'est quand même un petit peu l'idée principale de ce Discovery Tour, sauf erreur. Donc tu vois, l'association, elle est là. C'est-à-dire, Assassin's Creed, c'est quoi? C'est un jeu vidéo, donc Discovery Tour, c'est un jeu vidéo aussi. Donc voilà, c'est là, en fait, tout le questionnement. On n'aura peut-être pas de réponse maintenant, on peut laisser ça flotter. C'est une arme à double tranchant. Oui, voilà, c'est ça. C'était vraiment pointer cet élément-là. Mais c'est marrant, parce que c'est aussi vécu comme ça, parfois, par les enseignants, le fait de comment on va appeler ce qu'on va faire aujourd'hui, quoi. J'avais vu un atelier avec des enseignants, au début,
il s'interrogeait sur c'était sur l'utilisation du jeu Enterre-moi mon amour, qui est un jeu De Pixel Hunt, ouais. voilà, ouais. Et les enseignants se demandaient, mais est-ce qu'on va dire à nos élèves que c'est un jeu? Est-ce qu'il va peut-être pas falloir dire que c'est plutôt un roman interactif, est-ce que le jeu, justement, peut-être qu'ils vont se dire qu'ils vont jouer à Assassin's Creed ou à tel truc, un truc plus, comment on va dire, vivant. C'est une plus de application. possibilités. Ouais, voilà, ouais, on va jouer à un logiciel. On va Voilà. utiliser un logiciel aujourd'hui. Non, mais voilà, il y a le fait de vouloir utiliser un jeu parce que, bon, on suppose et on espère certains effets, mais il faut quand même pas l'appeler jeu parce que, puis peut-être, qu'est-ce que vont dire les parents? Enfin, voilà, l'enseignant est souvent. C'est un grand écart Volvo permanent, Oui, pour ouais. l'enseignant, le médiateur, l'éducateur. Non, mais là-dessus, ça revient à l'effet de séduction, qui est central pour un accompagnant, pour utiliser le terme général de Maxime, que ce soit quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui enseigne. De toute façon. Antonin, est-ce que... Non, enfin, moi je pense qu'il y a deux grandes questions sous-jacentes qui volent un petit peu là, autour du débat. C'est le rapport à la fiction et la définition de l'activité ludique. Et enfin, quand tu fais référence au traitement de dysfonctionnement psychologique de certaines personnes par le jeu, oui, par la fiction, ça se fait couramment. Quand on est en dépression, la première chose qu'on psy vous dira, c'est d'aller lire Madame Bovary. Et quand on lit Madame Bovary quand on est en dépression, ça fait du bien. Parce qu'on se rend compte quand même que on a peut-être des problèmes qui ne sont pas si graves que ça. La fiction peut être une béquille à ce niveau-là, qui peut être hyper intéressante. La fiction pour apprendre... Voilà, ça c'est vraiment un autre débat qui me paraît... C'est ça, c'est la dimension prescriptive en fait, comme tu ferais une ordonnance. Il y a le positionnement de Yvan Jablonka là-dessus que je trouvais assez intéressant, c'est-à-dire dire qu'on par la fiction, on peut arriver à dire du vrai, par la démarche scientifique, historique, de recherche, et utiliser un médium qui soit ensuite un médium fictionnel où on va mettre du vrai, et à ce moment-là on va réussir à séduire par l'expérience esthétique de la fictionnalisation, mais tout en y mettant du vrai. On arrive à le faire avec la littérature. Il y a des choses vraiment pertinentes qui fonctionnent. Les romans de Yvan Jablonka sur la mort de ses parents dans les camps de concentration. Enfin, tout est fictionnalisé, mais en fait, quand tu lis ça, tu apprends énormément de choses sur le sujet. Voilà. Après, comment arriver à articuler ça avec l'activité ludique le ludique, c'est l'espace des contingences, c'est l'espace où les choses doivent bouger, où il n'y a pas de certitude. C'est l'incertitude, le jeu. Donc l'incertitude quand on doit apprendre des choses. Bon, même si à côté de ça, effectivement, il y a cette notion de pattern. Voilà, l'incertitude réglée. Oui, voilà. Donc il y a. Je pense qu'on bute sur ces questions-là. Moi, j'ai des intuitions, mais. Ce qui me paraît peut-être plus pertinent, c'est d'intradiégétiser au maximum. Moi, ce qui me fait toujours décrocher en termes d'expérience immersive, c'est je m'imagine rentrer dans un jeu où je vais me promener et puis tout d'un coup, effectivement, je vais avoir une nuit qui va apparaître, une voix off qui sort de nulle part et qui n'a pas de sens. Alors, dans le premier Assassin's Creed, ils avaient justement fait ce gros effort d'intradiégétisation où on était on naviguait entre le monde contemporain et puis la simulation virtuelle avec Edmond, c'est ça. Le premier personnage. Et j'aimais bien moi cette alternance, et ça on l'a perdu beaucoup en fait dans les derniers. Il me semble qu'il n'y a même plus de référence à ça. On est tant mieux. Uniquement dans le. Moi je dirais tant mieux. Bon, après moi il y a deux écoles. Je suis pas l'historien de la franchise, je suis historien pour la franchise. Oui, bien sûr. Mais donc c'est vrai que l'Animus a eu des variantes en fait au travers du temps. C'est vrai que c'est revenu en force. Il y a des moments où ça a été plus fort, des moments où c'est plus discret. Donc l'Animus, excuse-moi pour préciser pour ceux qui sont vraiment pas habitués avec la série, c'est cette espèce d'appareil dans lequel ces personnages qui nous sont censés être contemporains de conscientisation qu'on est dans le jeu. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant. Et de vie passée surtout par rapport. Oui, parce que Assassin's Creed c'est pas un jeu du passé, c'est un jeu où on simule quelqu'un qui joue. Oui, parce que quand tu sais que tu es dans une simulation, au moment où tu arrives devant un mur invisible ou un glitch, oui, mais c'est normal, je suis dans un jeu. Voilà. Et donc il y a une forme, encore une fois, je me répète, mais d'intradiégétisation de l'effet.
du rapport au jeu, physique presque. Oui, bien sûr. Qui, moi, me donnait des effets de réel que je trouvais super intéressants. Alors que quand on me dit, tu es dans un jeu, tu es dans un espace historique réel, et qu'en définitive, je vais voir un mur invisible à un moment, mais pourquoi est-ce que je peux pas aller plus loin là ? Pourquoi est-ce que là il y a un bug d'ailleurs ? Alors que je trouvais ça assez subtil, assez fin d'avoir d'avoir justifié le bug. Voilà. Bon, je sais pas pour les autres jeux, je sais pas pour Red Dead par exemple, mais en ce qui nous concerne, nous on le fait toujours. Donc, c'est toujours, même si, d'ailleurs, quand on démarre le dernier Discovery Tour sur la Grèce antique, c'est la première chose qui est mise en valeur sur le joueur. C'est un premier dialogue qui dure quoi, une minute 12, où on explique que c'est une simulation qui a été faite par l'équipe d'Assassin's Creed Odyssey, et qui est donc un outil de fiction. D'ailleurs, je pense que c'est mot pour mot ce qu'on dit. Et puis au final, par-dessus ça, il y a des tours qui sont été écrits donc par des historiens pour créer des visites audio-guidées. Mais c'est vrai qu'un jeu idéal, on oublie la frontière complètement entre le jeu, entre le joueur et les outils. Mais un peu plus tôt, d'entrée de jeu, on parlait d'accessibilité, en fait. Mais c'est vrai que moi, si je demande à mon joueur lambda d'essayer de se rendre à une station et qu'il n'y a aucun confort, en fait, avec le jeu, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident dans les dialogues de jeu d'y aller sans utiliser une interface d'utilisateur qui est assez intrusive, en fait. Messieurs, est-ce que vous voulez rebondir sur d'autres choses ou qu'il y avait quelques exemples oui, on peut conclure en gardant en étant dans la thématique de l'Italie. Parlant de l'Italie. Ah oui, l'Italie. Ah oui, bien sûr. C'était le sujet. Je voyais avec des yeux pétillants en préparant tout ça. Donc, moi, je veux bien celui avec Garibaldi. Ouais. Ça m'a assez séduit tout à l'heure. Non, mais quand j'ai fait mon travail de recherche donc sur les productions italiennes, je suis tombé sur deux jeux. Deux pépites. Ouais, deux pépites. Donc on a le Hiroso et Il Nero, The Italian Civil War. Donc je sais pas, c'est un mélange d'italien et d'anglais, ça fait pas très sérieux. Qui a été donc diffusé en 2004. Ces deux jeux ont été réalisés par un certain Raoul Carbone. Ça fait un peu. Ça fait pas très... Oui, j'espère que c'était un peu. Enfin, j'espère. Et puis on a eu le Gioventù Ribelle, donc en 2011, qui lui parle. Alors le premier donc nous met dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où on peut jouer l'affrontement entre les fascistes et les résistants italiens. D'accord. Et le deuxième nous met dans le contexte de la processus d'unification italienne avec Garibaldi, donc le Risorgimento italien. Et ces deux jeux qui ont attiré mon attention parce qu'en fait ils ont été... Alors le premier est sorti, c'est une initiative personnelle de l'auteur, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On est face à, pour faire simple, un skin une réutilisation donc du moteur un habillage revêtement, un habillage graphique voilà. de Counter-Strike. Enfin voilà, on est avec un FPS assez rudimentaire en termes de réalisation. Bon, où on est censé mettre en scène cette histoire italienne a priori quand même un peu complexe, avec un système de jeu qui appelle simplement à balancer des grenades sur son ennemi. Est-ce que les grenades, ça résout tout? C'est ce qu'on apprend là, ouais. Mais c'est marrant ça, parce que j'avais lu un article de Marc Marty sur les jeux de la guerre d'Espagne. Et en fait, il parlait de jeux un peu comme ça qui avaient été faits par des Espagnols pour commémorer la fin de la guerre d'Espagne, la guerre en elle-même. Et c'était pareil, en fait, ça passait par des skins alors là, c'était des Call of Duty 2. Mais c'est marrant de reprendre des moteurs de jeux connus pour les refaire un peu à la sauce nationale, limite. Donc il y avait un peu ça. Alors, j'ai travaillé aussi sur la question des représentations arabo-musulmanes dans le jeu vidéo. Et on a exactement ce même type de jeu financé par le Hezbollah. Je pensais à ça en fait quand tu nous as montré là. Et là on a une production qui est censée quand même être un peu plus ambitieuse dans un contexte économique où a priori il y a quand même plus de moyens avec des gens qui ont des formations un petit peu plus poussées. Puis on se retrouve avec les mêmes jeux qui ont été développés avec 3 francs 6 sous par le Hezbollah pour faire de la propagande. Donc
c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, et ce qui est d'autant plus étonnant, et c'est là où on touche un petit peu avec notre sujet, c'est que c'est un jeu qui a été repéré par les pouvoirs publics italiens, qui ont considéré que c'était quelque chose de très intéressant pour parler de l'histoire italienne. Et là, on voit quand même les limites des compétences des pouvoirs publics italiens, parce que je ne sais pas à quel moment ils ont pu s'imaginer que les petits Italiens apprenaient quoi que ce soit avec ce genre de jeu. Alors oui, on peut dire que les fascistes sont méchants et que les résistants étaient gentils, mais je crois quand même que... Et que les résistants ont lancé des grenades. Ouais, et que les grenades, c'est dangereux. On peut le voir. Ça, c'est Alors, je indéniable. crois qu'il faut avoir vu des avatars féminins, je sais pas si... ouais, voilà, donc c'est peut-être... Subversif. Ouais, un élément intéressant. Alors après, voilà, donc... Cliché. Je rebondis avec le... Non, ouais, bon, je vais pas vous infliger ça plus longtemps. Oh, Il y a que du multi. c'est Il assez n'y a, hypnotique. a pas de campagne solo, donc Ouais. on est vraiment que dans l'affrontement. Donc bon, qu'est-ce qu'on apprend là-dedans Bah, c'est la limite du joueur FPS aussi en fait. Oui, non, mais C'est bien sûr, c'est vrai que pour les. moi, Ouais, j'ai vu- enfin. on peut faire Là, mieux. oui, voilà, Je c'est ça. je sais pas si à Milan, je vais reconnaître Non, mais des l'architecture FPS après avoir joué. Ouais. plutôt des FPS militaires. Parce que t'as beaucoup ça quand tu regardes les derniers Battlefield notamment, le 1 et le V. Oui, où je vois où tu veux en venir. Ils Oui. sont enrobés d'une narration très la guerre, c'est pas bien. On est des anciens traumatisés de guerre qui racontent leur passé. Mais sauf que quand tu joues, bon bah voilà, tu t'exploses l'armée allemande à toi tout seul. C'est pas un La Spec Ops de dissonance, Line. dissonance Ah, pseudo-narrative. il y a des choses intéressantes. J'avais étudié Battlefield 1, notamment la première scène. Moi, je la trouve fabuleuse. Cette première scène où on passe d'un soldat à l'autre de manière anonyme, Ouais, ouais. dans un espace. Alors, il y a plein d'éléments intéressants. D'abord, le déterminisme de la mort, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu vas mourir. Le caractère anonyme du soldat, ce qui fait que tu meurs et tu passes sur un autre, et puis tu sais même pas qui tu es. Tu te vois pas d'ailleurs, tu n'as pas conscience d'être. Soldat inconnu. Et puis le caractère complètement cafouilleux. On ne sait pas où on est, on ne sait pas Oui. on sait pas où il faut aller, on ne comprend pas les objectifs. Comme la scène d'ouverture On de comprend même Soldat pas qui est l'ennemi en Ouais, fait. Et cette dimension complètement perturbée du rapport au sens. Enfin, là, moi, j'ai eu une sensation d'expérience de réel très forte. Ouais. Ouais, vraiment. Et après, il y a autre chose. Bah, ouais. Mais moi, je trouvais qu'on m'empêchait de jouer aussi un peu, quoi. Oui. La mort est inévitable et tu. Et c'est toujours la question Et du de coup- la réceptivité. Ouais. Là, il y a Mais je dans vois, cette- parce que je vois le message était comme ça. Dans cet espace effectivement contraignant, j'ai quand même eu le sentiment d'avoir une forme d'expérience de ce rapport à la guerre ultra confus, où on essaie de survivre en étant Bien juste que un mal. pion complètement anonyme sur le champ de bataille. Et ça, je trouvais ça plutôt réussi. Et après, il y a aussi le rapport à la... voilà, il y a plusieurs là aussi champs historiographiques qui essaient d'expliquer pourquoi la brutalisation, pourquoi l'engagement, pourquoi 4 ans après ils sont pas tous rentrés chez eux en disant allez vous faire Pour foutre. la même quoi. chose encore. Ouais. Non mais alors oui, il y a quelques mutineries, mais ça reste marginal. Et ce qui transparaît à travers le jeu, c'est quand même une idée assez forte, c'est qu'au-delà de l'engagement idéologique, au-delà de la romantisation de l'affrontement, c'est simplement le principe de camaraderie. C'est-à-dire le fait que tu es le compagnon d'un autre, et donc en fait tu te retrouves engagé dans un combat pour défendre ton voisin. C'est un peu le principe de l'hoplite. Un frère d'armes. Voilà, on porte le plomb pour protéger son voisin. Et finalement, dans l'Endurance Première Guerre mondiale, c'était ça. C'est-à-dire que finalement, l'engagement, c'était pas un engagement forcément idéologique, c'était pas forcément un engagement patriotique. C'était surtout l'engagement pour aider son compagnon d'armes, son frère d'armes, pour vivre avec lui, pour survivre avec lui. Bon, et alors ça reste des débats historiographiques dans lesquels moi je rentrerai pas parce que je suis pas spécialiste, mais en tout cas, je trouvais que ça c'était plutôt bien retranscrit Pour le dans début plusieurs du jeu, scènes dans ouais. Battlefield. Ouais. C'est vrai, non, mais il y aurait des heures à parler de la représentation aussi de l'ennemi. L'ennemi dans le jeu, on doit l'abattre. On n'en fait pas un prisonnier, en fait. Et alors qu'on sait qu'il y a des témoignages, entre prisonniers et geôliers, en fait, il y avait un respect gigantesque parce qu'ils compatissaient pour l'autre. Ils se disaient, mais le pauvre type, en fait, il fait la même chose que moi. Il est pris dans sa tranchée, il est oublié. Mais c'est vrai que c'est un discours qui vient après dans le jeu. Ça serait génial si on peut avoir ça comme
comme émotion. Mais vrai que C'est très rare. mais c'est très rare et c'est très compliqué aussi, c'est très fin à aller chercher. C'est soit des séquences vraiment isolées qui demandent une analyse, à la fois une sensibilité voilà, philosophique, hein, parce que moi je t'entendais parler, Antonin, je pensais à des auteurs comme Lévinas, quoi, sur la figure de l'ennemi, sur la figure de l'autre, ou encore ou alors des jeux qui ont vraiment une globalité, ce discours-là, et on revient et on terminera là-dessus, l'intradiégétisation dont parlait beaucoup Antonin, qui sont Spec Ops The Line. Alors je sais pas pour vous trois à quel point vous êtes, c'est un peu un marronnier, j'en parle un peu ici ailleurs, qui est un jeu, tu as eu l'occasion d'y jouer un petit peu? Pas encore. Pas encore. Et qui est donc un TPS, un jeu de tir troisième personne, dans lequel on incarne un peu dans une ambiance tendance Apocalypse Now, donc le retour, la recherche d'un supérieur qui a été MIA, donc Missing in Action, et qui viennent le rechercher, et c'est une espèce de... Il sombre dans la folie, il y a un truc très psychédélique qui aussi revient beaucoup de cette iconographie-là, et on se rend compte qu'on est, déjà, c'est assez rare, on est dans une dystopie à Dubaï, ce qui est finalement un lieu pas très très, même si il y a une explosion qu'assez rarement de ce lieu-là, et puis surtout une vraie interrogation sur la posture du joueur usant de la violence. Parce qu'on a progressivement, je vais donner un exemple, les fameux temps de chargement qui généralement nous donnent des petites astuces pour savoir comment se couvrir au mieux exterminer l'ennemi. Au bout d'un moment, on a des conseils qui s'adressent à nous en tant que joueurs. Ils sont plus impersonnels du style améliore tes compétences en suivant ce conseil. Ils sont mais tuer des gens finalement c'est pas si bien que ça, n'est-ce pas? Enfin, c'est des vraies invectives aux joueurs qui sont un peu... C'est là où il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant dans le médium, c'est à la fois cet effort d'intradigétisation, mais qui bascule sur sa dimension métaleptique. C'est-à-dire que le médium n'est jamais plus réel que quand il nous dit qu'il est médium. J'ai le sentiment. Oui. Et c'est pour ça que moi je parle de cette idée qu'en fait, je pense qu'il faut surligner le fait qu'on est dans une expérience vidéoludique pour peut-être y croire plus. Hein, que si on essaie de nous faire croire que c'est vrai, où là nos sens nous diraient non mais tu prends pour un con, et c'est pour ça que moi la dimension VR, je suis assez sceptique, parce qu'il y aura toujours une forme de barrière, alors que si on fait sauter la barrière en disant non c'est de la fiction mais laisse-toi aller, on va pas essayer de te tromper, dans une certaine mesure, voilà. Et si à ce moment-là, si l'avatar me parle, si le programme me parle, là tout d'un coup je vais avoir plus conscience de l'existence potentielle de ce programme et de cet avatar, et donc il y a un effet de réel qui est beaucoup plus fort que si l'avatar je sais que c'est un programme et qui fait sa vie, sans que je puisse avoir cette impression qu'il a une forme d'autonomie, quoi. Très bien. Quand on voit la ligne de code derrière lui, là. C'est ça. Oui, ouais, mais presque. On a vu la matrice, c'est le syndrome Néo. Je finis juste avec ça. Donc c'est je t'en prie. Voilà, la suite. La suite, mais en revenant dans les armes sont déjà meilleures. C'est plus des grenades, c'est des mortiers. Revenons dans le temps. Donc c'est Gioventù Ribelle. Donc c'est le jeu qui met en scène. Alors là, il y a une campagne solo et ça met en scène donc la guerre, le conflit extrêmement complexe qui a lieu durant la fin du deuxième partie du 19e siècle italien, où s'est jouée son unification avec des figures célèbres comme Garibaldi. Et donc ça, c'est un jeu qui a été, alors pas bien compris s'il a été commandé, mais en tout cas il a été, encore une fois, il a été particulièrement bien accompagné et médiatisé par les pouvoirs publics, qui l'ont médiatisé, qui ont voulu avoir un discours amélioratif pour expliquer que voilà, grâce aux jeux vidéo, on allait pouvoir célébrer, c'était le 150aire de l'intelligence artificielle, de l'unification italienne. Et en fait, ça a eu un impact catastrophique, parce que les pouvoirs publics ont démontré qu'ils étaient complètement incompétents, qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était un bon jeu vidéo, et qu'effectivement, ça a amené à résumer un phénomène politique, diplomatique, géopolitique, si vous voulez, très extrêmement complexe, à simplement une passe d'armes qui est même limite a priori ce qui était la réalité des événements. Voilà, et donc là, on se retrouve face à un échec patent, et entre ce que le jeu vidéo essaye de proposer comme expérience et la capacité ou non qu'ont les décideurs d'arriver à en faire un objet potentiellement pédagogique.
On peut même finir Je sais pas s'il y avait une question de contexte de l'époque aussi, j'imagine la nouveauté du jeu. On est en 2011, hein, c'est pas non plus... 2011 oui. Ouais. Ah ouais. La prescription. Bon, alors, ouais. Non, mais là, ça montre un peu le contexte particulier du jeu italien en Italie, tout simplement. Ouais. Où, en fait, alors là, on a une séquence extraordinaire où on se met à attaquer le pape. Et alors, il y a un effet bullet time, et en fait, on va mourir On va terminer là-dessus, ouais, ce sera merveilleux. avec une sorte de one-shot. Voilà, c'est pas Mais trop... qui est-ce qui nous fait le pape? Le pape a des super pouvoirs. et donc, donc, on disparaît, on est téléporté. Enfin, voilà. La princesse est dans un autre château, c'est ça? C'est génial, c'est incroyable. On pouvait Ça se juste en termine rire. comme dans Assassin's Creed 2. On pourrait juste en rire. Oui, il y a un petit peu de ça, bouclé. mais sauf que là, c'était quand même porté au nu par les pouvoirs publics. C'est ça qui est inquiétant. Oui, c'est une autre réalité. Et bah, très bien. Messieurs, toujours petite question rituelle avant de vous laisser et de vous remercier. Savoir où on peut vous retrouver sur les internets, converser avec vous. Maxime, un compte Twitter que je n'écorcherai pas, Trifreako, c'est ça? Ben oui, Trifreako. Trifreako, Trifreako. Très bien. Twitter, Instagram Voilà, et sinon les autres. une petite recherche Maxime Durand s'il y a besoin. D'autres éléments peut-être dont tu souhaites parler avant de... Sinon, là, j'ai pas le choix de ne pas en parler, mais c'est vrai qu'on lançait donc au Rendez-vous de l'Histoire aussi c'est le lancement d'un livre qui s'appelle 2500 ans d'histoire aux éditions Les Arènes, Tout à fait. qui est un magnifique ouvrage en fait d'historien qui parle pas de jeux vidéo, mais qui utilise le jeu vidéo comme médium. Alors voilà, c'est bon, c'est plugué, je l'ai dit, je vous demande pardon déjà, mais c'est vraiment un bel ouvrage. Voilà. Très bien. Antonin? Toujours Antonin Congy Ça n'a pas bougé depuis sur tout à l'heure. Twitter. Non, ça n'a Très pas bien. bougé. Super. Et Romain? Et moi, c'est Romain AG sur Twitter. Comme l'histoire Géo. Eh oui. Très bien. Et pour ma part, donc D_Mehdi, MEHDI, pour ceux qui voudraient échanger avec nous. On vous remercie. Et puis, la journée-soirée n'est pas encore terminée. Mais voilà, on vous dit à très bientôt.